Le problème avec l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, ce n'est pas vraiment l'astéroïde en soi, mais plutôt le lieu de l'impact. Ce caillou de l'espace a vraiment choisi le mauvais endroit pour percuter la Terre. L'angle de l'impact était aussi mal choisi. S'il s'était écrasé à la verticale, il y aurait eu moins de dégâts. Mais l'impact avec un tel angle a soulevé d'énormes quantités de poussière dans les airs. Après le désastre, des tonnes de suie ont pris feu. Il y a 65 millions d'années, seulement 13% de la surface de la Terre contenait assez de soufre et de pétrole pour former de grandes quantités de suie. Si l'astéroïde était tombé sur les 87% restants du territoire terrestre, les dinosaures existeraient probablement encore aujourd'hui. Mais il a impacté le pire endroit possible et soulevé 1 million de tonnes de matière inflammable dans l'air. Un nuage de particules incandescentes a empli le ciel et s'est déplacé au-dessus de la surface terrestre. Puis ces particules se sont posées au sol et ont déclenché de très nombreux incendies. En brûlant, les arbres ont libéré encore plus de suie. Mais l'astéroïde n'a pas seulement impacté une surface rocheuse, il est tombé sur la côte dans un lieu où le fond marin était riche en sulfate. Un incendie s'est déclenché suite à l'impact, ce qui a libéré de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. L'air est devenu toxique. Les dinosaures n'avaient aucune chance. Imaginons maintenant que l'astéroïde se soit écrasé à un autre endroit, au milieu de l'océan par exemple. Des vagues géantes auraient inondé une partie de la surface terrestre, mais la plupart des dinosaures auraient survécu. Encore mieux, l'astéroïde aurait pu s'écraser quelque part dans le désert en créant un cratère géant. Et c'est tout. Les quelques dinosaures qui passaient par là n'auraient bien évidemment pas survécu, mais la situation n'aurait pas été si catastrophique. Bon, mettons que les lézards géants soient toujours les animaux dominants sur notre planète. Ils empêchent les autres animaux de se développer, puisque les tyrannosaures et autres reptiles féroces chassent les mammouths et autres créatures. La population de mammifères décline. Les vélociraptors se battent contre les tigres à dents de sabre et les ours pour leur territoire. C'est une bataille pour la survie qui commence entre les dinosaures et les autres animaux. Puis arrive l'âge de glace. Certains reptiles ne survivent pas. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les premiers ancêtres des humains. Difficile de cohabiter avec les dinosaures. Ils attaquent les campements et les grottes. Les ancêtres des humains doivent construire des murs pour se protéger. Au passage, le tyrannosaure n'est pas si dangereux que ça pour l'être humain, contrairement à ce que tu crois. De récentes recherches ont montré que beaucoup de proies réussiraient à fuir devant ce prédateur. Oui, dans les films, il rattrape des voitures sans aucun problème. Mais dans la réalité, il ne ferait pas si peur. Les paléontologues et les biologistes ont analysé les os du tyrannosaure et ont découvert qu'il ne pouvait pas courir bien vite. Le maximum de sa vitesse correspond à la moitié de celle d'un athlète. Des milliers d'années passent et les gens ont appris à vivre avec les dinosaures. Ils ont même réussi à apprivoiser certains gros lézards. Ils ont domestiqué les dinosaures herbivores pour développer l'agriculture. Les tricératops et les taureaux labourent les champs ensemble. Imagine des fermes pleines de diplodocus et de brachiosaures. Les gens grimpent sur leurs longs coups et cueillent les fruits des branches les plus hautes. Les stégosaures protègent les troupeaux des loups et des vélociraptors. Les dinosaures à carapace, comme les ankylosaures, aident les humains à traverser les déserts. Ils portent de lourdes charges, comme les chameaux et les ânes. Les humains partagent la planète avec ces grands lézards et vivent en harmonie. La situation est bien différente dans les océans et les mers. Les reptiles aquatiques attaquent les navires faits de bois et attrapent tout le poisson. Imagine que tu sois en train de naviguer vers un autre continent dans un navire plein de céréales, de tissus, de fourrures et d'autres biens. Tout à coup, un mosasaure géant apparaît à l'horizon. C'est l'un des dinosaures aquatiques les plus puissants. À côté, un requin blanc ressemble à une sardine. Cette créature pourrait facilement battre un mégalodon. Tu le croises donc en pleine mer. Il mord la coque du navire et le tire sous l'eau. Les dinosaures aquatiques sont le principal obstacle à la communication entre les continents. Par conséquent, le progrès est ralenti de quelques centaines d'années. Les humains commencent à construire des navires en métal et parviennent à créer des liaisons maritimes. Un problème similaire se présente avec les premiers avions. Imagine que tu sois à bord d'un Boeing. Tu regardes par le hublot et tu vois un ptérodactyle. Ah non, c'est impossible! Ces lézards ailés ne sont pas assez rapides. Mais ils peuvent rattraper les hélicoptères ou les vieux biplans. C'est une vraie menace pour les avions. Les gens décident donc d'installer des systèmes de protection sonore à bord.
Les ptérodactyles entendent un ultrason de loin et s'enfuient. Les gens équipent les sous-marins et les navires avec ce même système à ultrasons. Les humains ont compris comment se défendre. Mais un autre problème se présente. Ces lézards sont les rois de la faune et ils pourchassent toutes les autres espèces animales. Les dinosaures traversent la savane africaine et des lézards à fourrure vivent dans les forêts en hiver. Les lions, les loups et les ours ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les rhinocéros se battent contre les Parasaurolophus. Les stégosaures attaquent les hippopotames et envahissent leur territoire. Les jungles sont peuplées de dinosaures venimeux qui peuvent grimper aux arbres et chasser les singes. Imagine un singe reptilien qui saute d'un arbre à l'autre. Pour sauver les animaux normaux de l'extinction, les humains doivent tenir sous contrôle les populations de reptiles prédateurs. Ils créent alors des réserves et des parcs naturels partout dans le monde pour accueillir ces reptiles et les séparer des autres animaux. Les dinosaures sont désormais sous contrôle. Les grands reptiles ne représentent plus un danger et les humains commencent à élever des petits dinosaures inoffensifs. Certains veulent des caméléons chez eux, d'autres préfèrent les Microceratus. Des expositions de dinosaures sont organisées. Les gens promènent leurs dinosaures comme si c'était des chiens. Les gens font des selfies avec leurs reptiles. Ils vont faire du shopping et se rendent au café. Les dinosaures sont devenus la norme. Ils sont presque mignons. Les humains vont à cheval, à dos de chameau, mais aussi à dos de Pasaurolophus et de Pachycéphalosaures. Ils ont aussi essayé d'apprivoiser les vélociraptors, mais n'ont pas réussi. Ce sont des reptiles dangereux et ils ne sont pas capables d'obéir. Il est aussi difficile d'apprivoiser un vélociraptor qu'un alligator. Malgré tout, les chiens et les chats sont encore plus populaires car ils sont plus intelligents. Le cerveau d'un dinosaure fait presque la taille du cerveau d'une poule. Mais qui sait, s'ils avaient survécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient peut-être évolué et seraient devenus plus intelligents. Ça aurait été un vrai problème pour les humains. Certains chercheurs pensent que les dinosaures n'auraient quand même pas survécu, même sans météorite. Ils devaient supporter leur poids colossal. C'était beaucoup trop lourd pour leurs os et leurs articulations. Ils n'auraient pas survécu à l'âge de glace avec ces caractéristiques. Mais les plus petits lézards auraient peut-être survécu. Les dinosaures rapides et agiles comme les vélociraptors et les pachycéphalosaures auraient survécu. Mais sous quelle forme ? Est-ce que les dinosaures ont évolué en quelque chose que l'on connaît déjà ? Prenons de bonnes vieilles poules par exemple. De nombreux chercheurs pensent qu'elles descendent directement du formidable tyrannosaure. Cet oiseau a des gènes en commun avec le dinosaure. Ouais, difficile à croire. Mais observe le corps et la démarche d'une poule. Enlève-lui ses plumes, recouvre-la d'écailles et mets-lui une mâchoire dentée au lieu d'un bec. Voilà un mini T-Rex. Il n'y a pas que les poules qui descendent des dinosaures. Beaucoup d'oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est étonnant, mais les alligators, les serpents, les crocodiles et les varans ne sont pas aussi proches de leurs ancêtres dinosaures que les pélicans, les cigognes et autres créatures volantes. Après des millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures se sont transformées en ailes et les mâchoires allongées se sont transformées en bec. La génétique des oiseaux permet de comprendre les dinosaures. Les pélicans ressemblent à des ptérodactyles et les autruches à des vélociraptors. Il existe probablement d'autres animaux qui ont des gènes en commun avec nos gros lézards. Si cette météorite ne s'était pas écrasée sur Terre, tous les dinosaures auraient évolué en créatures complètement différentes et inattendues. Les chercheurs veulent étudier attentivement l'ADN des oiseaux et essayer de remonter l'évolution grâce à l'ingénierie génétique. Ils espèrent pouvoir faire naître des dinosaures un jour. Pour ce faire, ils doivent trouver un génome spécifique qui est resté inchangé pendant des dizaines de millions d'années. Ce génome se cache dans l'ADN et il n'est pas si facile de le trouver et de l'extraire. Tu crois qu'en 2050, on verra naître des dinosaures ? Bestioles aux créatures colossales, tous les animaux tentent d'échapper à un mur de feu qui se déplace dans leur direction. La température augmente et tout ce qui se trouve autour commence à s'embraser. Bientôt, beaucoup d'animaux et de plantes sur Terre cesseront d'exister. Ce sont les conséquences de l'écrasement d'un astéroïde géant sur notre planète. Mais si les dinosaures avaient eu un certain esprit d'analyse, ils auraient pu deviner ce qui allait se passer. Car cet astéroïde était visible 1 an avant l'impact.
Sans les lumières des villes, tous les points lumineux dans le ciel sont des étoiles. Certains d'entre eux sont des planètes qui reflètent la lumière provenant du Soleil, comme Mars. Mais l'un de ces points est un astéroïde. Plus tard, il sera connu sous le nom d'impacteur Chicxulub. Il tire son nom de la région de l'actuel Mexique où il est tombé. Bref, à ce stade, l'astéroïde ressemble à une étoile. Il a la même luminosité que Neptune. Tu aurais même pu le photographier avec un appareil de haute résolution. Si seulement les dinosaures avaient eu des pouces. L'impacteur traverse maintenant l'orbite de Jupiter. À cette distance, la Terre ressemble à un point bleu pâle, un mois avant l'impact. L'astéroïde est devenu beaucoup plus brillant. C'est maintenant le point le plus lumineux du ciel nocturne après la Lune. L'astéroïde croise l'orbite de Mars. Sa queue, composée de poussière et de gaz, est de plus en plus longue. Elle est maintenant aussi longue que 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. Une semaine avant l'impact. La queue de l'intrus fait maintenant 5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Mais les dinosaures ne peuvent pas apprécier sa beauté. Pour eux, c'est juste un autre point brillant dans le ciel nocturne. Si cet astéroïde se dirigeait vers la Terre en ce moment, les scientifiques pourraient localiser l'endroit exact de son impact à 1 km près. Nous pourrions alors évacuer les gens de la zone et éviter une catastrophe majeure. Un jour avant l'impact, l'impacteur Chicxulub occupe désormais la première place parmi les objets les plus lumineux du ciel. La lumière qui l'entoure, appelée halo, semble encore plus grande que la Lune elle-même. L'astéroïde croise maintenant l'orbite de la Lune. Il ressemble à un point lumineux qui laisse une traînée cendrée derrière lui. 1 heure avant l'impact. La lumière de l'impacteur Chicxulub est plus brillante que la pleine lune, et son mouvement peut être perçu à l'œil nu. Les nuits sur Terre ne sont plus sombres. Ce n'est que maintenant que les dinosaures commencent à être inquiets. Tous les animaux de la Terre commencent à chercher un abri. 10 minutes avant l'impact. L'astéroïde entre maintenant dans l'orbite de la Terre. Des milliers de petits fragments de sa queue commencent à tomber sur la planète. Cela ressemble à une pluie de météorites. Jusqu'à présent, ces fragments sont trop petits. Ils se consument tous dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la planète. L'astéroïde s'approche de l'Amérique du Sud. Si quelqu'un le regardait depuis l'Europe, il ressemblerait à un coucher de soleil. Le point lumineux de l'impacteur Chicxulub passe derrière l'horizon. 2 minutes avant l'impact. Les dinosaures peuvent maintenant facilement voir la forme de l'astéroïde. S'ils savaient comment faire, ils pourraient même estimer sa taille. Il fait un peu plus de 10 km de diamètre, ce qui signifie qu'il a presque la taille de l'île de Manhattan. Et le poids du géant est de 7 billions de tonnes. Il vole vers la péninsule du Yucatan à une vitesse ahurissante de 12 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais aller de New York à Los Angeles en 10 minutes environ, mais tu prendrais feu en chemin. 10 secondes avant l'impact. L'impacteur Chicxulub s'approche maintenant du sol. Encore quelques mètres et... bam! Le ciel nocturne devient soudainement blanc. L'éclair est si brillant que le soleil n'est plus visible à ce moment-là. L'entrée de l'astéroïde provoque une puissante déflagration qui peut être entendue à l'autre bout du monde. L'énorme astéroïde commence à brûler à cause de la friction avec l'air. Il se réchauffe et se divise en plusieurs morceaux. Ces morceaux tombent en pluie sur la Terre. Après quelques secondes, la plus grande partie de la météorite frappe le sol. Sa masse et sa vitesse fournissent à l'impacteur de Chicxulub une énorme quantité d'énergie. L'instant d'après, une explosion surpuissante secoue le sol. L'onde de choc de la météorite commence à se propager à partir du lieu de l'impact. Elle arrache d'énormes morceaux de terre et d'arbres, puis les pousse au sol comme des dominos. La température de l'onde de choc est si élevée que tout ce qui se trouve autour du point d'impact s'enflamme. L'énergie libérée lors de la collision pénètre aussi profondément dans la planète. Cela provoque les tremblements de terre les plus puissants de l'histoire de la Terre. Ils génèrent à leur tour des vagues de tsunami aussi hautes que l'Empire State Building. 5 minutes après l'impact. La météorite laisse derrière elle un énorme cratère. Il est aussi large que le lac Huron et assez profond pour contenir 2 Everest et demi. Les dinosaures courent partout en panique. Ils essaient de fuir vers l'Amérique du Nord. Mais la plupart d'entre eux ne parviennent pas à traverser les territoires marécageux inconnus. Un autre danger est la pluie de météorites en cours. Des centaines de tonnes de cendres et de débris s'élèvent dans les airs. Chauffés à des températures très élevées, ils retombent sur Terre sous forme de lave liquide. Les cendres et la fumée emplissent l'atmosphère et bloquent les rayons du soleil. La Terre plonge dans l'obscurité. Pendant plusieurs semaines encore, notre planète est totalement sombre. Des pluies acides retombent sur sa surface sans discontinuer. Il y avait beaucoup de soufre dans les dépôts souterrains de la péninsule du Yucatan.
L'énergie de l'explosion a évaporé tout ce soufre. Désormais, il se refroidit dans l'air, s'accumule dans les nuages et dégouline sur le sol. La plupart des animaux survivent à l'impact, mais l'extinction de masse se poursuit pendant encore de nombreux mois. La collision a plongé la Terre dans l'obscurité et cela a anéanti la plupart des plantes qui se nourrissaient de la lumière du soleil. Les dinosaures herbivores ont perdu leur principale source d'alimentation et commencent à disparaître. Mais ces herbivores sont le principal régime alimentaire des dinosaures carnivores. Et maintenant, les dinosaures comme le T-Rex n'ont plus rien à manger. Bientôt, ils s'éteignent aussi. En d'autres termes, ce n'est pas une météorite qui a anéanti les dinosaures, mais la famine et le changement climatique. Les météorites de cette taille tombent une fois tous les 100 millions d'années. Cela signifie qu'un tel événement pourrait se reproduire. Les humains parviendraient-ils à survivre à cette catastrophe ? De nos jours, nous pouvons regarder loin dans l'espace, et l'apparition d'un astéroïde de la taille de l'impacteur Chicxulub ne serait pas une surprise pour les astronomes. En général, les astéroïdes qui font plus de 140 mètres de diamètre sont considérés comme potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, si nous sommes informés de l'approche d'un corps spatial, nous pourrons construire des abris remplis de réserves de nourriture et d'eau. Une fois que l'astéroïde sera suffisamment proche, nous pourrons attendre l'impact et ses conséquences à l'intérieur. Mais lorsque les gens reviendront à la surface, ils verront des villes et des villages démolis. Notre planète ressemblera à un désert sans vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une autre solution qui consiste à empêcher l'impact. Là, nous avons plusieurs options, selon la taille et le matériau de l'astéroïde. Selon la NASA, le moyen le plus efficace est un bélier cinétique. Nous devrons envoyer un objet assez grand et lourd, comme un vaisseau spatial, dans l'espace. Lorsqu'il s'approchera de l'astéroïde, les scientifiques choisiront la trajectoire parfaite et le vaisseau s'écrasera contre le corps spatial. La puissante collision modifiera la trajectoire de l'astéroïde, le faisant passer devant la Terre. Plus ce corps spatial sera éloigné de notre planète, plus il sera facile de le dévier. Une autre option est une explosion contrôlée à la surface de l'astéroïde. La première loi du mouvement de Newton va nous aider ici. Elle stipule que si un corps se déplace à une vitesse constante en ligne droite, il continuera à se déplacer de cette façon à moins qu'une force ne s'exerce sur lui. Donc, si nous provoquons une explosion ou imprimons une force assez importante, l'astéroïde changera de trajectoire. La mesure dans laquelle il se déplacera dépendra de la quantité de force qui lui est appliquée. Nous pouvons aussi faire exploser l'astéroïde de l'intérieur. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de modifier sa trajectoire. Au lieu de cela, nous essaierons de transformer un énorme morceau de roche en un tas de fragments plus petits. Ils se consumeront dans l'atmosphère et ne feront aucun mal à notre planète. Une autre façon est d'utiliser la gravité. Chaque objet lourd a sa propre force gravitationnelle et son propre champ gravitationnel. Notre objectif sera d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde et de le faire voler près de l'intrus. L'astéroïde attirera le vaisseau spatial, mais ses moteurs résisteront. Par conséquent, le vaisseau attirera lentement mais sûrement l'astéroïde vers lui. Cette méthode prendra beaucoup plus de temps, mais progressivement, la trajectoire de l'astéroïde changera et il ne s'écrasera pas sur la Terre. En tout cas, on peut l'espérer. Nous pourrions aussi utiliser l'énergie solaire. Nous pouvons construire une station spatiale avec un système de lentilles grossissantes géantes. Puis, nous enverrons cette station plus près du Soleil. Lorsque nous repérerons un astéroïde, nous dirigerons les lentilles dans sa direction et nous concentrerons le faisceau sur le corps spatial. La chaleur du Soleil provoquera l'évaporation de la matière de l'astéroïde. Cela finira par faire changer la trajectoire de l'intrus. Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre et a déclenché l'extinction massive de presque toutes les créatures vivantes de la planète, y compris les dinosaures. Si l'objet spatial s'était écrasé ailleurs, certains dinosaures auraient pu survivre et vivraient encore de nos jours. Selon certaines recherches, l'astéroïde avait environ une chance sur 10 d'anéantir les dinosaures et les autres animaux de l'époque. Il était bien plus probable que l'astéroïde s'écrase sur le sol sans qu'il y ait de conséquences destructrices majeures. Pour comprendre comment les choses auraient pu se passer si la collision avait eu lieu ailleurs, nous devons découvrir ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi la catastrophe a été si dévastatrice. Cet énorme rocher spatial est tombé sur la zone côtière de la péninsule du Yucatan au Mexique. Cela a provoqué une réaction en chaîne qui a déclenché des catastrophes naturelles dans le monde entier. L'endroit où l'astéroïde est tombé s'appelle le cratère de Chicxulub.
Aujourd'hui, la moitié de cette zone est sous l'eau. L'astéroïde avait un diamètre d'environ 12,1 km et se déplaçait à une vitesse de 43 443 km/h. Ce rocher, plus gros que l'Everest, se dirigeait vers la Terre à une vitesse près de 40 fois supérieure à celle du son. Waouh! L'énergie libérée lors de la collision a été aussi puissante que l'explosion d'environ 10 milliards de bombes atomiques. Et la force destructrice de l'onde de choc n'était qu'une des nombreuses catastrophes. L'astéroïde est tombé dans l'un des pires endroits possibles. Et à cause de la façon dont il est tombé, il a projeté une énorme quantité de poussière dans l'air. Imagine que tu sautes dans l'eau comme un athlète professionnel à la verticale et que tu produises très peu d'éclaboussures. Et maintenant, pense à la quantité d'eau qui éclabousse lorsque tu sautes dans la piscine comme un boulet de canon. Donc l'astéroïde a atterri comme un boulet de canon. La deuxième catastrophe provoquée par l'astéroïde est la combustion de la suie. Une petite partie de la surface de la Terre est constituée de roches. Seul un infime pourcentage de cette partie était riche en pétrole et en soufre à l'époque. L'astéroïde a brûlé et soulevé tant de suie dans l'air qu'il y aurait de quoi remplir un stade de baseball couvert. Selon les recherches, il y a 65 millions d'années, seuls 13% de la surface de toute la planète aurait pu contenir la quantité de matière organique nécessaire pour supporter la formation d'un tel volume de suie. C'est pourquoi cet endroit est considéré comme le pire. Si la catastrophe s'était produite sur les 87% restants, les dinosaures seraient encore en vie aujourd'hui. Un énorme nuage de suie et de dioxyde de carbone s'est élevé dans l'air et a recouvert le Soleil. La suie a rendu le ciel gris et a partiellement bloqué la lumière du Soleil. Cela a entraîné une chute rapide des températures sur presque toute la planète. On aurait dit que la Terre était plongée dans un voile gris. De nombreuses plantes et animaux n'ont pas pu survivre à la vague de froid. Les arbres ont commencé à se dessécher à cause du manque de soleil. Le processus de photosynthèse a été perturbé. Le froid et le dépérissement des arbres ont entraîné une autre catastrophe, la famine mondiale. Les herbivores ont été incapables de survivre car ils avaient perdu presque toute leur nourriture. Les plantes, les fleurs et les arbres n'ont pas réussi à survivre à la catastrophe. Ces destructions se sont propagées bien au-delà du site d'impact de l'astéroïde. Des particules de poussière chaude, des morceaux d'astéroïdes et de petits morceaux de roches se sont déposés au sol sur tout le continent et ont provoqué des feux de forêt à grande échelle. Les arbres en feu ont projeté encore plus de suie dans l'air, ce qui a encore aggravé la situation. L'énorme astéroïde a apporté de l'espace des métaux lourds avec des niveaux de toxicité très élevés. La fonte de ces substances lors de la collision a provoqué des tempêtes de feu. L'astéroïde n'a pas seulement touché des terres continentales, mais aussi les eaux, ce qui a déclenché un énorme tsunami. Mais ce n'est pas le pire. Le fond de la mer était rempli de sulfate, et lorsque l'énergie de l'astéroïde l'a brûlé, cela a provoqué la libération d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Le nuage d'acide s'est mélangé à un nuage de suie et a commencé à se répandre dans le ciel. Des particules de roches brûlantes sont tombées sur le sol comme une pluie de feu. Une pluie acide a commencé à cause du soufre. Elle a duré plusieurs jours et n'a laissé aucune chance aux animaux de survivre. Les pluies acides ont empoisonné l'eau des rivières, des lacs et des mers. L'acide a détruit tout ce qui ne pouvait pas brûler. Une partie des nuages est allée détruire la Terre et l'autre partie, l'océan. La situation s'est encore aggravée quand les gouttelettes de soufre ont anéanti une grande quantité d'algues et de phytoplancton. L'océan génère près de la moitié des réserves d'oxygène de notre planète. À cette époque, les créatures marines qui vivaient dans ces parties supérieures ont été détruites. Ce n'est pas l'onde de choc, mais le manque de soleil, l'acide, l'obscurité et le froid qui sont en fait les principales raisons de l'extinction des dinosaures. Mais même lorsque certains lézards ont échappé au feu et au soufre, ils ont alors rencontré les déchaînements marins. L'impact de l'astéroïde a provoqué des tsunamis à grande échelle sur toute la planète. La toute première vague avait une hauteur d'environ 1,6 km. C'est presque 3 fois plus que l'Empire State Building. Des milliards de litres d'eau se sont déplacés à une vitesse de 145 km/h. Une vague aussi puissante pourrait facilement détruire la moitié de New York aujourd'hui. La météorite a créé une série de vagues de 15,8 mètres de haut. De gigantesques murs d'eau de la taille d'immeubles de 5 étages se sont fracassés sur la côte et ont tout démoli sur leur passage. Le manque de lumière du soleil, la baisse de température, les pluies acides et incendiaires, la réduction de la production d'oxygène, les feux de forêt, les tsunamis géants et la vague explosive de la puissance d'1 milliard de bombes atomiques, tout cela a réduit la diversité biologique de la Terre de 75%.
Oui, ça bouleverse le climat, c'est sûr. Des astéroïdes géants avaient déjà frappé la Terre auparavant, mais ils n'ont jamais provoqué de telles catastrophes sur toute la planète. Et si cet astéroïde était tombé dans un autre endroit, disons une forêt, loin de l'eau et des terrains montagneux? Cela aurait provoqué de graves incendies. Un énorme nuage noir de cendres se serait élevé dans le ciel et aurait masqué le soleil, mais il n'aurait probablement pas généré de pluies acides ou de pluies de feu. La plupart des espèces de la planète auraient pu survivre à cette catastrophe. Et si la météorite était tombée quelque part au milieu de la glace et de la neige? Cela aurait provoqué une augmentation rapide de la température sur toute la planète. D'énormes tsunamis auraient submergé de grandes étendues de terre. Cependant, les cendres et le dioxyde de soufre n'auraient pas rempli le ciel. Les pluies acides n'auraient pas touché l'océan. De nombreuses créatures marines auraient pu survivre et vivre jusqu'à ce jour. Et les dinosaures vivant loin des océans n'auraient pas du tout remarqué la chute de la météorite. Les événements les plus terribles se seraient probablement produits si une météorite était tombée sur un volcan en activité. Cela aurait déclenché la plus grande libération de lave de l'histoire. Des tremblements de terre destructeurs auraient commencé et le ciel entier aurait été recouvert de cendres volcaniques. Et si la météorite avait frappé un désert? Elle aurait fait fondre des milliards de tonnes de sable et les aurait transformés en verre. Imagine des dunes de verre qui réchauffent encore plus notre planète. Et nous pourrions déterrer les restes bien préservés d'anciens lézards dans le verre. Bref, il existait de nombreux scénarios catastrophiques possibles, et le pire d'entre eux s'est réalisé pour les dinosaures. Il est peu probable qu'ils reviennent un jour, mais peut-être peuvent-ils renaître. Des scientifiques se sont inspirés d'une idée tirée d'un célèbre film hollywoodien. Ils voulaient trouver un moustique qui se serait retrouvé coincé dans de l'ambre. Ils en auraient extrait l'ADN de dinosaures. Mais cela pose un problème. Le plus ancien échantillon d'ADN qu'ils ont réussi à trouver avait 1 million d'années. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. En outre, l'ADN est une chose très fragile. La probabilité qu'ils aient pu être conservés intacts quelque part pendant si longtemps est très faible. Ainsi, au lieu de rechercher l'ADN de cet ancien dinosaure, les scientifiques ont décidé de prélever l'ADN des plus proches ancêtres de ces lézards, les oiseaux. Au cours de millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures auraient pu se transformer en ailes et les bouches allongées en bec. Les pélicans sont très semblables aux ptérodactyles, les autruches ressemblent aux vélociraptors et les poulets ressemblent beaucoup aux T-Rex. Bon, arrêtons-nous un instant et imaginons un poulet de la taille d'un T-Rex. Salut toi, tu veux un morceau de moi? Un poulet ordinaire est considéré comme le plus proche parent de l'énorme lézard. Enlève-lui le plumage, recouvre-le d'écailles, donne-lui une bouche dentée au lieu d'un bec et attache-lui une longue queue. Et tu obtiens un véritable mini-tyrannosaure par sa structure corporelle et ses mouvements. Au plus profond de son ADN, on trouve des gènes similaires à ceux que possédaient de redoutables prédateurs. Avec l'aide du génie biologique, les scientifiques prévoient de jouer avec son ADN et d'essayer d'inverser l'évolution. Ce qui signifie que la reproduction des dinosaures peut devenir une réalité. Eh bien, cela pourrait se retourner contre toi. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey. Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité.
C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137.
Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire, et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires. Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux. Boum! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher pesant des trillions de tonnes fonçait vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre? L'incident de Chicxulub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. À l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre, avec des tsunamis de la hauteur de la Statue de la Liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé, seulement ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique. Oui, l'incident de Chicxulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. À l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal, ou le pire, pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre.
La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème ? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du soleil. Sans le soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verre. Les scientifiques appellent ces choses des tectites. L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Et ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Chicxulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmiques sales avec de l'ammoniac, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Oort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbite autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil, en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre, il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïde ou comète ? La vérité est que nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins comme les crocodiles, les tortues et les poissons ont survécu à l'impact. De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour deux raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé ? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf. Il y a beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années, et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants, ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours ?
Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur deux jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'Homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf, cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie, et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues. 14 février 2000. Une Saint-Valentin normale, des fleurs et des bonbons, la fin de l'ancien millénaire et une journée qui allait marquer l'histoire. La navette spatiale Near Shoemaker, qui signifie Near Earth Asteroid Rendezvous, lancée en 1996, a finalement obtenu son rendez-vous avec l'astéroïde 433 Eros. Il s'agissait de contourner Eros et d'effectuer le premier atterrissage en douceur sur un astéroïde. Near a failli ne pas y arriver parce qu'un raté de ses moteurs l'a placé sur une mauvaise trajectoire et il a manqué sa cible. Pourtant, les ingénieurs ont décidé de laisser Near faire le tour du Soleil pendant une année de plus, et il a fini par y arriver. Near Shoemaker a été créé pour trouver, cibler et traquer des objets spatiaux plus petits pendant environ un an et recueillir des données importantes à leur sujet. Ce vaisseau spatial a pris plus de 160 000 photos de la surface de l'astéroïde qui ont beaucoup aidé les chercheurs. Avant cela, certains scientifiques ne prenaient les astéroïdes que pour des objets volants sans intérêt. L'astéroïde 433 Eros est en effet le plus petit corps de notre système solaire à avoir son propre vaisseau spatial en orbite autour de lui. À première vue, cet astéroïde ressemble à n'importe quelle autre roche ordinaire venant de l'espace. En forme de patate, effectuant une rotation complète toutes les 5h30 et d'une taille équivalente à 2 fois celle de Manhattan. À titre de comparaison, le plus grand astéroïde jamais découvert fait 940 km de diamètre, tandis que le plus petit mesure environ 2 mètres de large. Les astéroïdes sont en fait des sortes de résidus des premiers stades du système solaire. Le Soleil, tel que nous le connaissons, a commencé à acquérir sa forme lorsque des gaz et des atomes comprimés se sont mélangés pour former une proto-étoile. Les petits éclats de débris et de poussière autour du Soleil se sont transformés en rochers et en s'écrasant les uns contre les autres, ils en ont formé de plus gros encore. Les objets qui ont survécu à cette fête chaotique et désordonnée sont ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de planètes et de lunes. Les corps plus petits, qui n'ont pas pu obtenir le statut de planète, sont des astéroïdes. Ils sont trop petits pour avoir une atmosphère et leur gravité n'est pas assez forte pour les transformer en sphères. Donc, ils ne remplissent pas les conditions pour supporter la vie. La plupart d'entre eux se retrouvent quelque part entre les orbites de Jupiter et de Mars et passent simplement à côté de notre Terre à une distance sûre. Mais pas Eros. Il est devenu le premier des astéroïdes proches de la Terre, ou NEA. Depuis 1975, Eros n'a jamais été aussi proche de la Terre qu'en 2012, avec une distance d'environ 26,7 millions de kilomètres, ce qui représente environ 70 fois la distance moyenne de la Terre à la Lune. Il a été découvert en 1898 et nommé d'après le dieu grec de l'amour, Eros, celui qui utilise ses flèches pour rendre les gens amoureux les uns des autres, et qui brise des cœurs au passage. Dans la mythologie romaine, on le nomme Cupidon. Parmi les nombreuses autres découvertes fascinantes de l'espace, il y a les pâtes nucléaires. Pas comme celle que fait ma grand-mère, certes, mais pas si mauvaise que ça non plus. La recette dit que tu dois 1. Attendre qu'une étoile atteigne un certain âge, quand vient le moment où elle finit par exploser. Là, déjà, il faut être patient parce que ça peut prendre environ 1 milliard d'années. 2. Après l'explosion, recueillir les neutrons restants et les remuer jusqu'à obtenir un ragoût extrêmement dense. Ajouter un peu de gravité et, dernière étape, ne pas oublier de faire cuire le tout à 600 000 degrés Celsius.
Les pâtes nucléaires sont sans aucun doute l'un des plats les plus bizarres du menu de l'univers, mais aussi potentiellement la matière la plus solide qui existe. Il faudrait une force 10 milliards de fois plus importante pour briser une assiette de pâtes nucléaires que pour casser de l'acier. Les scientifiques pensent que cette substance est aussi solide parce qu'elle est incroyablement dense. Imagine un peu, 1,3 million de terre pressée et réduite à la taille de Toronto. Oumuamua est le premier visiteur de notre système solaire, ce que les scientifiques attendaient depuis des décennies. Cet objet mystérieux a été découvert en octobre 2017 et est considéré comme un morceau de corps plus grand, formé à l'extérieur du système solaire et déchiré pendant son voyage. Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen, est un corps rallongé qui ressemble à un gros concombre de l'espace, ce qui est totalement inédit en soi. Il possède une accélération non gravitationnelle et personne ne sait vraiment comment il se déplace, puisqu'il n'a pas de queue visible ni de signe de dégazage. L'étoile de Tabi est certainement l'une des plus mystérieuses de l'univers. Elle est située à 1000 années-lumière de nous et elle est 50% plus grande et beaucoup plus chaude que le Soleil. En 2015, les scientifiques ont constaté que la luminosité de l'étoile de Tabi avait diminué de 22%. De gros nuages de poussière pourraient en être la cause, mais cette étoile est trop vieille pour avoir une chose pareille. On ne sait toujours pas ce qui pourrait être à l'origine de cette diminution massive de la luminosité. Les nébuleuses sont d'énormes nuages de poussière, de gaz et de plasma qui ne cessent de nous réserver des surprises. Ils peuvent changer et prendre presque toutes les formes. Un œuf au plat, une tête de l'espace, une bague en diamant. La nébuleuse du Carré Rouge est l'un des objets spatiaux les plus fascinants. Il n'y a pas d'explication quant à son origine et sa provenance. C'est juste une boîte rougeoyante et presque parfaitement symétrique au milieu de nulle part. À environ 210 années-lumière de la Terre se trouve la constellation de la Lyre. C'est là que se trouve le système Kepler-37. Kepler-37b est la plus petite étoile de cette constellation. Avec moins d'un tiers de la masse de la Terre, elle est juste un peu plus grande que la Lune. Les scientifiques pensent que c'est une planète rocheuse, dépourvue d'air, semblable à Mercure. Dirigeons-nous vers Sagittaire B2, l'un des plus grands nuages moléculaires de poussière et de gaz de notre galaxie. Il est situé à environ 25 années-lumière de la Terre et près du centre de la Voie lactée. Des recherches ont montré qu'il contient plus de 50 molécules différentes, et l'une d'entre elles est une substance sucrée qui a un goût similaire à celui des framboises. Prépare la pâte brisée. Les bulles de Fermi sont deux mystérieuses bulles gigantesques faites de rayons cosmiques, de gaz et de poussière découvertes en 2010. Elles flottent autour du trou noir central de notre galaxie, une de chaque côté. Les bulles se sont développées en dessous et au-dessus de notre galaxie au fil du temps, et elles ont maintenant environ 50 000 années-lumière de diamètre. Personne ne sait comment elles sont arrivées là, mais une théorie affirme qu'elles sont liées aux mêmes trous noirs qui se sont produits il y a environ 6 millions d'années. Gliese 436b est l'une des planètes les plus étranges qui existent. Elle est extrêmement chaude et pourtant faite de glace. C'est une planète de la taille de Neptune qui a besoin d'un peu plus de 2 jours pour terminer une orbite complète autour de son étoile mère. On suppose que sa surface a une température qui peut atteindre 450 degrés Celsius. Mais la glace ne fond jamais car cette planète a une énorme gravité. Les trous noirs ne sont pas toujours supermassifs. IGR se trouve dans la constellation du Scorpion et n'est que 3 à 10 fois plus massif que le Soleil, ce qui en fait probablement le plus petit trou noir découvert à ce jour. NGC 3842, en revanche, est plus conforme à ce que l'on imagine quand on évoque un trou noir. Il se trouve dans une autre galaxie et est environ 2500 fois plus dense et plus massif que le trou noir au centre de la Voie lactée. Ah, Vénus, la planète des superlatifs, la plus proche de la Terre, celle qui a la surface la plus chaude, la plus brillante vue depuis notre planète en raison de ses nuages réfléchissants, et enfin celle qui a le plus grand nombre de volcans par rapport à toute autre planète de notre système solaire. Il s'agit aussi du corps qui tourne le plus lentement dans notre univers. Il faut 243 jours terrestres à Vénus pour faire une seule rotation. Cette planète est si lente que tu pourrais même en faire le tour avant qu'elle ne le fasse elle-même. Vénus tourne dans le sens inverse à celui de la Terre. C'est pourquoi le Soleil s'y couche à l'est et s'y lève à l'ouest.
55 Cancri E fait environ 2 fois la taille de la Terre, avec des températures allant jusqu'à 2700 degrés Celsius, des conditions parfaites pour transformer le carbone en diamant. Oui, un tiers de cette planète est recouvert de carbone, ce qui fait de ce corps céleste l'un des plus chers de l'univers. Les scientifiques qui observent les changements spatiaux en Antarctique voient des neutrinos au moins une fois par mois. Pourtant, celui qui a frappé notre planète en 2017 était vraiment spécial. C'était le premier dont ils ont pu retracer les origines. Ils ont découvert qu'il a fallu 4 milliards d'années pour que ce neutrino atteigne la Terre. Il est arrivé sur notre planète depuis un énorme trou noir situé au centre d'une galaxie qui détruisait toute la matière qui l'entourait. Effectivement, il valait mieux déménager.